le CREMIS souhaite remercier l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de milieux qui sont représentés. On sait qu'il y a des personnes des organisations communautaires, plusieurs personnes qui travaillent dans le logement, des présences des arrondissements aussi, de la ville-centre. Si vous le souhaitez, on vous invite à vous présenter dans le chat pour que chacun d'entre nous, on sache un peu qui est là et présent aujourd'hui. Donc, sentez-vous à l'aise de le faire, de vous présenter dans le chat. Alors, c'est une activité qui est organisée par le CREMIS, mais en collaboration avec la coordination santé publique territoriale et développement des communautés locales du Sud-Centre-Sud de l'île de Montréal. Et donc, je vais laisser la parole à Lou pour vous dire quelques mots de bienvenue. J'avais perdu mon micro. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse d'être là avec vous. Merci pour l'invitation et la parole donnée, Julie. Donc, je m'appelle Lou Delestre, organisatrice communautaire, développement des communautés, vraiment basée au niveau du CLSC des Faubourgs sur la rue Sainte-Catherine. Si je prends la parole, c'est parce qu'effectivement, vous avez peut-être reçu des invitations pour cet événement par l'entremise de nos collègues en organisation communautaire. C'est parce qu'effectivement, notre service travaille en collaboration avec le CREMIS. Puis, on a jugé que le contenu qui va vous être apporté aujourd'hui pourrait être très pertinent, autant dans vos dossiers, dans votre pratique, en intervention, ou même au sein de vos équipes. Et donc, je pense qu'on est très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui et voir effectivement comment ça peut venir compléter vos pratiques dans vos milieux, en tout cas. Donc, c'est pas mal ça. Merci beaucoup. Rachel, je peux te demander de partager le PowerPoint. C'est parfait. Alors, Rachel et moi, on va être vos interlocutrices pour la prochaine heure, heure et demie. Et sachez que notre PowerPoint va être rendu disponible suite à notre rencontre. Merci beaucoup, Rachel. Donc, les objectifs d'aujourd'hui. Merci. Tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît. Excuse-moi, Julie, il y a un certain ralentissement avec le partage d'écran, ça s'en vient. C'est correct. OK, merci beaucoup. OK, donc les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous soutenir dans votre connaissance des contenus qui ont été produits par le CREMIS pour soutenir l'intervention en itinérance. C'est des contenus qui, par ailleurs, peuvent vraiment être vus comme des outils pour mieux comprendre la problématique de l'itinérance dans son ensemble, comprendre davantage ces différentes facettes. Et de notre côté, c'est sûr qu'on a l'intérêt, le souhait de susciter le vôtre, votre envie d'aller en apprendre plus, de consulter la littérature, de vous familiariser avec les différents contenus. Avoir la liste des différents inscrits, on réalise bien qu'il y a des possibilités que vous ayez déjà entendu parler des contenus, mais si vous êtes à nouveau parmi nous, c'est probablement que les contenus vous intéressent. Peut-être que vous avez un intérêt envers à jouer un rôle de relayeur, possiblement, ou peut-être à assumer un certain leadership dans vos milieux pour que les contenus soient davantage utilisés et connus. Et bien, si c'est le cas, sachez que vous êtes à la bonne place. De notre côté, c'est la première fois c'est une des premières fois où on est en train de rejoindre un public plus large de partenaires. Donc, ce type de formule porte ouverte, c'est une formule un peu exploratoire. On vient voir en quelque sorte si ça répond aux besoins justement d'être une modalité pour faciliter ou faire en sorte que les milieux s'approprient davantage les contenus qui ont été produits par le CREMIS. Donc, excuse-moi, Julie, est-ce que tu peux le mettre en plein écran parce qu'on voit un peu le fond? Est-ce que c'est possible pour toi? On va demander à Rachel. Ça avait été fait, en fait, je peux pour l'instant. Après, je vais faire des allers-retours vers le site web. Alors, si c'est visible, ça serait plus simple de le laisser comme ça, mais pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de va-et-vient vers le site web du CREMIS, je peux le faire à l'instant. OK, parfait. Merci. Donc,
on peut passer au plan ou au menu de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par une présentation de la vue d'ensemble de la production des contenus en itinérance. Ensuite, on va revenir sur les raisons qui fondent cette production-là, à quel enjeu, à quelle problématique les contenus sont une réponse. Ensuite, on va aborder certains questionnements du type, est-ce que les contenus peuvent être d'intérêt pour moi à travers des exemples concrets? Donc, ça va vous permettre de voir un peu quelle est la portée des contenus, dans quel contexte ça peut être utile. Ensuite, on va vous présenter les différentes actions qui sont menées par le CREMIS pour faire vivre les contenus, les animer. Et on aura une période de questions et d'échanges à la toute fin. Malgré cela, on souhaite que ce soit interactif, que vous ayez que vous vous sentiez tout à fait à l'aise de poser des questions au fur et à mesure. Donc, soit posez-les dans le chat ou bien levez votre main. Puis si je ne vous vois pas, Lou, si ça ne dérange pas peut-être de m'interpeller, parce que ça se peut des fois que je ne vois pas les mains, là, peut nous signaler qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question, puis on pourra s'interrompre puis reprendre le fil par la suite. Donc, un petit mot sur qui est le CREMIS, au cas où vous ne seriez pas familier avec ce que nous sommes et ce que nous faisons. Donc, c'est un centre de recherche en milieu de pratique qui est situé au centre-sud de l'île de Montréal. Géographiquement, on est situé au 6e étage du CLSC des Faubourgs. Le CREMIS a une mission universitaire, donc une mission de production de connaissances à travers la réalisation de recherche. Il y a également une mission d'enseignement et de soutien aux pratiques. Et généralement, on privilégie les activités où on peut échanger avec les personnes, où on est dans la mise en commun des expériences, des résultats de recherche, des réflexions autour des bonnes pratiques, etc. On a un mandat qui est provincial, notamment en ce qui a trait à la mission d'enseignement puis du soutien aux pratiques des professionnels du réseau, mais aussi une mission ou un mandat provincial qui dépasse, qui est hors réseau de la santé et des services sociaux. Et nous avons 70 membres qui œuvrent dans différentes disciplines, disciplines qui incluent la sociologie, l'anthropologie, la médecine, l'ergothérapie, le travail social, les sciences infirmières, etc. Le CREMIS a une programmation scientifique qui est structurée en champs thématiques. Il y a plusieurs de ces champs qui s'intéressent aux questions que posent les inégalités sociales pour l'intervention. Des champs thématiques qui s'intéressent aussi aux pratiques, qui soutiennent l'amélioration et le bien-être. Et le CREMIS est connu, vous le savez sûrement, en raison de sa contribution aux travaux de recherche québécois en itinérance. Alors, on peut penser aux travaux de Roch Urtubise, de Shirley Roy, pour ne nommer que ceux-là. Donc, c'est une tradition qui est vraiment bien établie au CREMIS que d'effectuer de la recherche dans le domaine de l'itinérance. Et aujourd'hui, les porteurs du champ itinérance au CREMIS sont Philippe Benoît Côté, qui est professeur au département de sexologie de l'UQAM, Sue-Anne McDonald, qui est professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal, Laurence Roy, qui est professeure à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill, et Caroline Grimard, qui est professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Donc, les 4 porteurs du champ itinérance au CREMIS, ce sont ces 4 personnes-là. Donc, là, je vois un commentaire, c'est pas pour nous, c'est compliqué. Revenons maintenant, avant de plonger dans les contenus, sur l'origine du mandat et ce qui en a découlé. Donc, c'est vraiment en 2014 que le C3S Jeannance, qui est devenu depuis le centre-sud de l'île de Montréal, c'est en 2014 qu'il a été mandaté par l'M3S pour produire à ce moment-là quelque chose de très large, donc une diversité de ressources en itinérance, c'était aussi large que cela. Et ce mandat-là, il s'inscrivait dans le cadre du plan d'action interministériel en itinérance 2015-2020. Et entre 2014 et 2020, le CREMIS a réalisé le mandat, a travaillé une vaste consultation. Il y a aussi eu un colloque en itinérance en 2017, si je ne m'abuse. Peut-être que vous y avez participé vous-même. Et le mandat, il a été terminé officiellement en 2020, mais il y a quand même eu une poursuite des collaborations entre le CCS-MTL et le M3S
pour réfléchir aux modalités d'une plus grande diffusion puis appropriation des contenus. Donc, le questionnement ou en fait le but des collaborations qui ont suivi à partir de 2020, c'était vraiment de réfléchir à savoir comment on ferait vivre tous ces contenus-là, comment ne pas en fait tabletter tout ce travail qui avait été effectué. Puis on s'entendait pour dire qu'une simple mise en ligne serait insuffisante pour s'assurer que ces contenus percolent dans les pratiques. Donc voilà pour le contexte. On va tout de suite plonger dans l'ensemble des ressources ou des contenus qui ont été développés. Donc pour tous ceux et celles d'entre vous qui ne savent pas du tout à quoi on fait référence lorsqu'on parle des contenus pour soutenir l'intervention en itinérance, le CREMIS a produit une infographie pour vous aider à vous y retrouver. Donc voici cette infographie. Donc, vous voyez qu'il y a deux grandes productions, une colonne chaque, deux grandes productions qui prennent la forme de deux dossiers web. Donc, à gauche, vous voyez la colonne outils pour repérer et prévenir l'instabilité résidentielle. Et à droite, l'autre grand dossier qui s'intitule Guide des bonnes pratiques en itinérance. Alors, en ce qui concerne le dossier web outils pour repérer et prévenir l'instabilité résidentielle, en fait, c'est trois outils qui ont tous été développés pour soutenir le jugement clinique des intervenants afin qu'ils soient plus en mesure de déceler plus aisément les indices d'instabilité résidentielle. Donc, ils soient plus en mesure de voir ce qui pourrait avoir été invisible autrement. Le premier outil s'appelle IRIS, ce qui est la version courte de Instrument de repérage et d'identification des situations résidentielles instables et à risque. Donc, l'IRIS, en fait, c'est un très court questionnaire qui prend tout au plus 5 minutes à dispenser. Un court questionnaire, donc, qui vise à aider tout intervenant à déceler les indices d'instabilité résidentielle. Donc, c'est rapide à dispenser, comme je l'ai dit. Puis, sachez aussi qu'il existe une formation en ligne pour apprendre à l'utiliser convenablement, une formation qui est accessible sur l'environnement national d'apprentissage. Donc, ça, c'est pour le premier outil, IRIS. Ensuite, il y a l'outil d'aide à l'exploration de l'instabilité résidentielle qui est, pour sa part, un guide d'entretien qui est beaucoup plus approfondi. Donc, ça prend beaucoup plus de temps le dispenser. Il peut être utilisé en complément d'IRIS ou non. Donc, ce n'est pas essentiel de travailler avec les deux outils de manière conjointe. Il peut être aussi utilisé de manière complémentaire aux grilles d'entretien que vous utilisez dans vos milieux. Et donc, lui permet à terme d'identifier des pistes d'orientation possibles. Le troisième outil, c'est la grille d'auto-évaluation pour l'observation dans les milieux. Et cet outil-là, c'est vraiment un outil d'observation de soi, de ses propres pratiques, dans l'optique d'arriver à mieux rejoindre ou en fait à rejoindre plus facilement les personnes en situation d'itinérance là où elles se trouvent. Donc, que ce soit dans les rues, les parcs, les services d'hébergement d'urgence, les centres de jour, etc. Donc, en somme, la colonne de gauche, on a 3 outils, puis une formation qui sont tous là, qui ont tous été développés pour aider à mieux voir les indices d'instabilité résidentielle dans une perspective de prévention. Maintenant, si vous regardez la colonne de droite, on a le découpage des ressources qui sont comprises dans ce que l'on appelle le guide des bonnes pratiques en itinérance. Alors, la porte d'entrée qu'on suggère d'emprunter pour pouvoir se familiariser avec le guide, c'est les 14 capsules vidéo qui mettent en scène des entrevues, des témoignages. Pourquoi on dit que c'est une bonne porte d'entrée? C'est parce qu'elles sont relativement courtes. Elles font 3 à 4 minutes chacune et puis sont vraiment intéressantes et stimulantes. Elles mettent en valeur diverses voix. Donc, c'est une bonne porte d'entrée pour savoir qu'est-ce qui nous attend dans les autres composantes du guide des bonnes pratiques. La deuxième composante, c'est justement les pratiques de base à adopter. Ce sont 4 fiches qui s'intitulent « Accueillir »,« Répondre aux besoins »,« Donner des soins » et « Accompagner ». 4 fiches justement qui répertorient des pratiques, puis il y a aussi des conseils. On y retrouve aussi des bibliographies étoffées. Donc, mais quand même autour de pratiques de base. Si on veut aller vers des situations ou des contenus un petit peu plus spécifiques ou spécialisés, disons,
Il y a aussi 10 fiches, les fiches situations, défis rencontrés dans l'intervention, qui abordent des thèmes un petit peu plus, qui répondent vraiment à des questionnements formulés par les intervenants sur le terrain, donc avec des questionnements plus précis, on va les appeler comme ça. Donc, par exemple, une question auquel on trouve une réponse dans une de ces fiches-là, c'est comment susciter l'engagement chez une personne qui semble peu motivée en apparence, ou encore comment aborder la concomitance santé mentale, dépendance. Donc, une foule de fiches très riches en contenu qui viennent détailler des pratiques répertoriées dans la littérature, encore une fois des conseils et des références pour en savoir plus. La dernière partie du guide des bonnes pratiques dont je voudrais vous parler, ce sont les compléments d'information sur certaines populations. Donc, on a par exemple des compléments d'information sur les jeunes, sur les femmes, sur les Premières Nations et les Inuits. Donc, ces compléments d'information-là, ils n'ont pas pour intention, certainement pas, d'essentialiser les populations. Ce qu'on essaie de faire dans ces compléments d'information-là, c'est de synthétiser ce que la littérature nous dit sur leur réalité, sur les défis qu'ils rencontrent lorsqu'ils sont en contact avec les services du réseau de la santé et des services sociaux. Alors, chacune de ces fiches-là sont disponibles en format PDF et leur longueur varie. Donc, on a des fiches qui font 5 pages, il y en a qui en font 30, même des fois un petit peu plus. Ensuite, insister sur le fait que les contenus sont vraiment le fruit d'une consultation étroite avec plusieurs collaborateurs et collaboratrices et qui mettent en lumière justement les questionnements puis les réponses de ces intervenants-là. Et donc, le découpage qu'on propose, bien, ça vise à rendre l'ensemble de ces contenus qui est très vaste, là, le plus digeste possible. Donc, on n'avait jamais eu l'intention de diffuser l'ensemble des contenus dans son intégralité. Donc, pour le dire, il y a plus de 500 pages de contenu, mais l'intention, ça n'a jamais été de diffuser le guide dans son intégralité, mais plutôt d'inviter les intervenants ou les personnes intéressées par les contenus à les consulter de manière ponctuelle en fonction de questionnements précis. Donc, voilà pour la vue d'ensemble. Encore une fois, ce sont des contenus qui sont là pour nourrir le jugement clinique, soutenir les praticiens, les praticiennes ou les différents intervenants dans la bonification de leurs pratiques et leur permettre d'explorer plus facilement les indices d'instabilité résidentielle. Donc, on peut passer maintenant aux personnes à qui s'adressent ces contenus, donc le public cible. Alors, qui est visé, en fait, qui pourrait se reconnaître ou trouver un intérêt à consulter toute cette production? Donc, en fait, tous les intervenants qui sont susceptibles d'entrer en contact avec une personne en situation ou à risque d'itinérance pourraient trouver des éléments d'intérêt dans l'ensemble de la production. Donc, ça signifie un large public. On pourrait parler de travailleurs, travailleuses sociales, infirmiers, infirmières, ergothérapeutes, médecins, intervenantes du milieu communautaire, mais aussi des personnes qui exercent un rôle de soutien clinique d'encadrement. Donc, des outils qui peuvent être fournis auprès de personnel qu'on soutient, mais aussi peut-être pour voir si ce que l'on recommande c'est en phase avec les bonnes pratiques qui sont répertoriées en lien avec un questionnement plus précis. Ensuite, en ce qui est le public cible, ce qui est important de dire aussi, c'est que l'ensemble des contenus n'est pas développé pour répondre aux besoins strictement des personnes qui sont en contact avec les personnes en situation d'itinérance à Montréal. On souhaite le contenu il est d'intérêt pour les personnes qui travaillent dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est un mandat qui est national, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Et aussi plusieurs milieux qui sont hors intervention risquent d'y trouver beaucoup de réponses à leurs questions. Est-ce que tu peux avancer une slide, s'il te plaît? Merci. Donc, pour résumer, même si les ressources à la base ont été développées pour les équipes généralistes, il faut aussi se souvenir que donc, les équipes non spécialisées en itinérance, elles peuvent aussi être pertinentes pour un large public d'intervenants, quel que soit leur niveau d'expertise. C'est important de le rappeler. Donc,
revenir sur les raisons qui fondent un peu pourquoi le CREMIS a produit ce vaste, ces vastes contenus. Donc, puis on va revenir sur des contenus de manière plus concrète dans un instant. Donc, je voudrais revenir un instant sur les raisons qui font en sorte que c'est vraiment important qu'un public d'intervenants très large ait une meilleure compréhension des réalités vécues par les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est important de se souvenir du fait que les personnes en situation d'itinérance, ben, ils font face à un vaste éventail de défis lorsqu'elles sont en contact avec les services publics. Alors, on peut penser d'abord aux défis liés à l'accessibilité. Donc, les personnes en situation d'itinérance, elles font face fréquemment à des refus. Elles se heurtent souvent au mode de fonctionnement puis aux règles d'admission qui ne tiennent pas compte des conditions précaires dans lesquelles elles se trouvent. C'est une des raisons qui fait en sorte que c'est important que l'ensemble de la population soit mieux sensibilisée face à ces réalités-là. Il y a aussi plusieurs défis qui sont associés à la qualité des services. Donc, effectivement, les personnes en situation d'itinérance rapportent régulièrement à vivre des expériences négatives au contact du réseau de la santé et des services sociaux, entre autres. Elles rapportent être accueillies parfois avec des préjugés ou du jugement. Elles rapportent de ne pas se sentir écoutées, ne pas ressentir de disponibilité de la part des personnes à laquelle elles s'adressent. Et il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs professionnels de la santé des services sociaux qui se sentent relativement impuissants face aux personnes en situation d'itinérance, ce qui n'aide pas, en fait, à une offre de services de qualité. Il y a aussi la question de la continuité. Donc, les personnes en situation d'itinérance font face à plusieurs défis à ce chapitre. L'itinérance est un phénomène multifactoriel, multidimensionnel, qui ne peut pas être abordé à l'intérieur d'un programme service spécifique. Pourtant, on sait qu'on fait encore face dans le réseau, justement, à une offre de services qui est souvent segmentée en silos. Puis tout le monde qui se frotte à cette situation-là en ressentant les conséquences, mais encore davantage les personnes qui sont en situation de grande marginalité ou précarité économique. Donc, pour toutes ces raisons, donc, la production de l'ensemble des contenus vient en quelque sorte répondre, faire en sorte qu'on vient déconstruire ou s'attaquer à ces réalités-là qui sont répertoriées à l'égard de la situation des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Concernant, bon, maintenant, pour conclure sur les raisons qui fondent, je vais peut-être rappeler les messages clés qui sont derrière l'ensemble de la production. Donc, pourquoi avoir produit tous ces contenus? Donc, pour combattre le sentiment d'impuissance qui peut être ressenti par les intervenants et les intervenantes et la population en général au contact de l'itinérance, pour favoriser une sortie de pratiques en silo, en pensée de manière collaborative, intersectorielle, pour aussi avoir un impact à l'échelle provinciale, arriver à atteindre un large public d'intervenants et de gestionnaires. Le guide des bonnes pratiques et l'ensemble des contenus, ce sont des contenus qui font écho aux réalités des équipes sur le terrain. Puis on souhaite à travers tout cela susciter l'empathie à l'égard des populations les plus vulnérabilisées. Et donc, en somme, en tout et partout, mobiliser, engager chaque acteur à son niveau. Donc, à ce stade-ci, on vous propose de visionner une capsule du Guide des bonnes pratiques en itinérance, la capsule accompagnée. Et donc, cette capsule-là va vous permettre d'apprécier un peu la nature des connaissances qui sont présentées dans le guide. Donc, il est associé à la fiche du même nom. Par nous, parce qu'une personne nous arrive, fait une demande d'aide, on tombe tout de suite dans un mode solution. On peut tomber dans le piège que la personne peut se sentir paternée.
par nous parce qu'on va tomber dans un mode solution, puis on va lui dire quoi faire. On va être dans un rapport intervenu. Moi, le premier, si on agissait comme ça avec moi, puis on me mettait des solutions dans la bouche qui ne m'appartiennent pas et qui ne me ressemblent pas, mais je ne serais pas enclin à amorcer un changement. Il faut vraiment prendre le temps de connaître la personne, connaître qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses buts. Et puis même si l'objectif et le but peut sembler être un peu fou pour nous, mais de l'accompagner dans qu'il atteigne ses buts, il atteigne ses objectifs. Comme ça, il commence à avoir les victoires dans sa vie en place d'avoir les échecs. Quand on donne un objectif à quelqu'un que ce n'est pas vraiment ça qu'il veut, ça va juste amener à un échec. De voir la personne avec ses forces, ses capacités, parce que c'est avec ça que la personne va pouvoir avoir un tremplin pour autre chose. Donc, c'est avec sa débrouillardise qu'elle va se procurer sa drogue, bien, c'est avec cette même débrouillardise-là qu'elle va pouvoir se trouver un logement ou faire face à d'autres grands défis qui vont être devant elle. Fait que moi, je pense qu'il faut être capable de ressortir le meilleur des gens qui sont devant nous. Moi, je le vois comme une course de fond. Et l'erreur des intervenants qui prennent une course de fond avec l'énergie d'un sprint, ça résulte pas mal souvent à couper le lien. Il va y avoir un épuisement, un jugement qui va embarquer, pourquoi il ne fait pas ce que je dis, une incompréhension, et qui va toujours arriver pratiquement au bout de ligne que le lien va s'y. La personne va être coupée du service ou que la personne va se sauver aussi du service parce qu'on va y avoir fait peur. Les changements petits pas, je pense que c'est toujours ça, pour la personne, c'est du succès, puis pour nous aussi comme intervenants, pour des personnes qui ont des problématiques tellement grandes, je pense qu'on se met à faire des interventions plus concrètes, puis avec des objectifs réalistes, mais c'est sûr que ça semble beaucoup moins lourd, beaucoup moins compliqué en tout cas. Donc, voilà un exemple de capsule vidéo du guide des bonnes pratiques en itinérance. Avant de poursuivre avec le reste de la présentation, on voudrait peut-être vous proposer de prendre un court temps d'arrêt pour vous laisser le temps de réagir, peut-être de poser une question, de formuler un commentaire. Ça peut être sur le mandat, ça peut être sur l'infographie, les dossiers web. Donc, on vous invite à venir poser vos questions ou à formuler des commentaires si vous en avez à ce stade-ci. Soyez pas gênés. Toujours une occasion pour nous d'avoir une petite rétroaction en temps réel. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pertinent? Il y a madame Diop qui hoche la tête, une certaine, bon merci. Merci, pour les personnes qui se lancent. Allez-y, Stéphane. Je vais essayer de me lancer. Oups, juste question pratico-pratique. Ce que j'ai compris, c'est que ces contenus-là sont disponibles sur votre site web. Est-ce que c'est bien ça? Oui. OK. Bon, là, j'y suis pas, mais je vais y aller voir. Bien, là, dans un instant, on va aller naviguer avec vous dans le site web. Donc, vous aurez l'occasion de savoir un peu mieux comment vous y prendre dans un instant. Aïda. Oui, merci. Ben, moi, en fait, je trouve ça cool, les outils que vous proposez, parce qu'on a une équipe quand même vraiment grande qui travaille à différents niveaux avec l'itinérance, puis qui a différents niveaux aussi de formation, puis de ressources autour de ces enjeux-là. Fait que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour nous autres d'utiliser là, des guides puis des capsules comme vous avez faites pour sensibiliser les gens dans notre équipe, là. Très contente de l'entendre. C'est un peu ça qu'on souhaite, en fait. C'est que vous voyez au fil des discussions comment ça pourrait être utile dans vos équipes, effectivement. D'autres commentaires, réflexions, questions? Et dans ce cas,
Je pense que Rachel, c'est à toi. Merci beaucoup, Julie, pour cette grande mise en contexte. Donc, je me permets de mentionner que je suis au CREMIS depuis le début, en fait, des premiers balbutiements de ce mandat. Donc, j'ai suivi à intensité variable selon les besoins, toutes les phases, en fait, de réalisation de la production de ces contenus. Et c'est vraiment un plaisir, en fait, de pouvoir en arriver à être avec une aussi grande diversité de personnes qui pourraient bénéficier de ces contenus-là. Donc, on plonge et avant de retourner dans le partage d'écran, ce que je voudrais souligner, là, c'est juste en termes de poursuite de la présentation. Je vais faire une petite oblique, je vais faire une parenthèse pour parler de la démarche d'élaboration des contenus. Puis après, comme Julie l'a mentionné, on va revenir sur les contenus, puis on va présenter des questionnements types qui pourraient, dans le fond, vous venir en tête, ou vous pourriez entendre des personnes avoir ces questionnements-là, puis on va voir comment que le guide ou les outils pour repérer l'instabilité résidentielle pourraient venir répondre à ces différents questionnements. Fait que l'idée, c'est vraiment de pouvoir là, exemplifier pour montrer la diversité d'usage, en fait, du guide. Et après, ça va me permettre aussi de faire des va-et-vient, comme on l'a mentionné, vers le site web pour vraiment faciliter l'accès aux dits contenus. Et on pourra après là, ouvrir avec une séance questions-échanges si vous le souhaitez. Donc, on plongerait donc avec le partage d'écran. Donc, je retourne dans mes boutons. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Excellent. Oui. Donc, je vais reprendre mes esprits un instant, car il y a beaucoup de choses qui bougent dans mes multiples écrans. Ça ne sera pas long. Nous y voilà. Donc, la démarche d'élaboration de tous ces contenus. J'y vais en rafale, donc différents types. Oui. Excuse-moi, c'est pas en plein écran. Est-ce que tu veux le laisser comme ça? Oui, on va le laisser comme ça parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, il va y avoir du va-et-vient avec le site web. Puis si je suis en plein écran, je ne vais pas pouvoir le faire de manière fluide. Okay. Est-ce qu'on voit bien? Oui. OK. Donc, démarche d'élaboration, on a mis en valeur, exploité différents types d'expertise. Hein. Il y a eu une synthèse des meilleures pratiques tirées de la littérature scientifique, le mariage étroit entre le milieu de la recherche et les milieux de pratique un peu partout dans la province. Travaux qui étaient sous la direction scientifique de Roch Urtubise et par la suite de Laurence Roy. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnes là, qui ont contribué étroitement à l'élaboration des contenus. Je partagerai en fait quelques précisions par rapport à l'amorce et l'orientation des travaux, car ça peut vous montrer un peu l'esprit en fait derrière ces productions. Quand on a commencé le mandat, on a décidé de faire une consultation de plusieurs personnes représentatives des publics cibles. Dans l'institutionnel, à la fois différents services, en fait, du Centre-Sud. On est allé dans d'autres, CCIUS, on est allé dans des organismes communautaires, des gens qui avaient une bonne connaissance en itinérance ou pas du tout, pour essayer de brasser finalement quels seraient les besoins pour mieux cibler l'angle, les contenus, l'objectif finalement de cette production-là. Et en parallèle, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu la constitution d'un groupe d'experts de différentes disciplines puis différents domaines de pratique pour pouvoir en arriver à dire il faut dépasser le stade de mieux comprendre le phénomène de l'itinérance. Il faut se lancer dans l'eau, identifier les situations qui coincent, les situations qui, de manière récurrente, donnent du fil à retordre aux intervenants. Puis, c'est sur ces grandes situations-là qu'il va falloir travailler après et trouver des réponses. Donc, travail qui était assez ambitieux. Donc, c'est après le travail qui était fait, en fait, par l'équipe, de pouvoir aller interpeller, oui, aller solliciter la littérature scientifique, mais aussi les experts pour pouvoir trouver les réponses, finalement, les pratiques permettant de dépasser ou de dénouer, finalement, ces situations dites problèmes.
Donc, pour ce qui est du dossier outils, la section, en fait, le dossier web des outils pour repérer et prévenir l'instabilité résidentielle, c'est une démarche semblable, en fait, qui est effectuée, donc un croisement entre la littérature et l'expertise plus clinique ou pratique. Donc, on serait donc prêt à revenir finalement au guide, mais sous l'angle, en fait, de questionnements types pouvant être répondus. Questions, par ailleurs, qui ont été véritablement posées là, lors d'événements qu'on a fait tout récemment. Donc, elles sont tirées de situations authentiques. Donc, par exemple, je travaille auprès de commerçants préoccupés par des enjeux de cohabitation. Ils me partagent plusieurs inquiétudes au sujet des comportements dérangeants de certaines personnes qui passent une partie de la journée en face de leur commerce. J'aimerais développer un atelier de sensibilisation sur l'itinérance. Quel contenu pourrait m'aider ou plutôt m'alimenter? Donc, face à un questionnement comme ça, ce qu'on conseillerait à la personne, c'est de consulter la fiche « Comprendre ce qui dérange ». Je vais vous montrer tantôt comment accéder à cette fiche-là. Si cette fiche aborde des pistes d'intervention ou des prises pour les acteurs de l'univers du psychosocial, il y a certaines parties de cette fiche qui vont être d'intérêt pour d'autres publics qui sont plus spécifiquement interpellés ou sollicités pour travailler sur des questions de la cohabitation dans l'espace public. On va par exemple aborder comment est-ce qu'on travaille avec quelqu'un qui a un manque d'hygiène ou des comportements qui vont à l'encontre des normes sociales, mais on va aussi aborder les questions de dangerosité, dérangeosité, ramener certaines questions de l'ordre de est-ce que les personnes en situation d'itinérance sont souvent agressives ou violentes. On va entre autres souligner le fait que contrairement à la croyance populaire, les personnes en situation d'itinérance sont plus à risque d'être agressées que d'agresser d'autres personnes. Il va y avoir dans la fiche des contenus pour amener le public à mieux distinguer la différence entre agressivité et impulsivité. Donc, c'est donc une fiche qui pourrait être d'intérêt pour un large, en fait, public d'acteurs, à la fois d'intervenants ou de, entre guillemets, non-intervenants psychosociaux, mais qui auraient tout intérêt à s'inspirer finalement de ce type de contenu. Et cette fiche, il y a une capsule vidéo là, semblable à celle qu'on vous a montrée, attachée à cette thématique-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? J'entends un micro ouvert. Est-ce que ça va? OK, parfait. Donc, n'hésitez pas. Donc, deuxième exemple, je travaille au sein d'un organisme enfance-famille. En quoi les contenus pourraient-ils nourrir mon travail? Comme une impression finalement que l'itinérance est très, très loin en fait des réalités familiales. Mais on ne le sait pas nécessairement, en fait. Donc, comme on l'a mentionné plus tôt, là, quand Julie a présenté le survol, en fait, du premier dossier web, elle a bien mentionné, en fait, qu'il y avait un ensemble d'outils qui étaient disponibles pour permettre de voir, en fait, ce qui est souvent invisible à l'œil nu. Fait que comment en arriver finalement dans la manière qu'on parle aux personnes, la manière qu'on voit les situations, comment est-ce qu'on peut plus facilement déceler les indices d'instabilité résidentielle. Ce que ces différentes productions en filigrane, ce que ces productions-là ramènent, c'est le fait que l'instabilité résidentielle peut toucher plusieurs personnes sans que ça soit visible. Donc, une diversité de personnes, de services pourraient bénéficier finalement de ces outils-là. Donc, là, je vais déjà vous montrer en fait comment accéder à ce dossier web. Donc, si j'ouvre là avec vous une page web et je fais www.cremis.ca, je vais arriver sur la page d'accueil du site web du Cremis. Et dès la page d'accueil, on peut accéder ici, dans cet encadré rouge, au dossier thématique. Et donc, il y a une diversité de dossiers qui pourraient vous intéresser, mais là, on va concentrer, là, on va focaliser sur ces deux dossiers. Donc, l'outil pour repérer, prévenir l'instabilité résidentielle, l'ensemble des outils sont là. Et face à un questionnement type, en fait, comme celui-là, je travaille dans un organisme enfance-famille,
on inviterait plus spécifiquement la personne à regarder l'IRIS, l'instrument de repérage et d'identification des situations résidentielles instables et à risque. La formation en ligne sur l'IRIS, qui est d'ailleurs accessible sur la plateforme de l'ENA, mais rendue disponible pour l'ensemble du personnel ou acteurs hors réseau. On a travaillé très fort à ce que ça puisse être rendu accessible. Et l'outil d'aide à l'exploration de l'instabilité résidentielle. Donc, si on cliquait, par exemple, sur l'IRIS, on peut accéder au questionnaire et au guide d'accompagnement. Si la tonalité ou le ton évidemment, ça a été conçu principalement pour les acteurs intervenants de l'univers du psychosocial ou du biopsychosocial, il reste que de le lire, d'en prendre connaissance pourrait venir nourrir, alimenter une diversité d'autres milieux. Autre exemple, je suis en surcharge, j'ai peu de temps, mais le guide des bonnes pratiques en itinérance m'intéresse. Par où commencer? Donc, les 14 capsules vidéo, c'était déjà dit, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée, en fait, pour piquer la curiosité. Elles sont courtes et surtout, elles présentent les perspectives et les conseils de personnes ayant vécu de l'instabilité résidentielle ou de l'itinérance. Fait que c'est vraiment une force de frappe encore plus forte, ou encore plus puissante. Et on y présente aussi la vie ou les perspectives de gestionnaires, d'intervenants et de professionnels qui travaillent au quotidien avec ces personnes. Et il y a également 4 fiches de base, en fait, qui pourraient être d'intérêt. Donc, encore une fois, si on retourne sur le site web du CREMIS, on va refaire le même exercice. Des fois, c'est avec la répétition que les choses deviennent plus simples. Donc, si je retourne sur ma page d'accueil, je vais dans mes dossiers thématiques et cette fois-ci, je clique sur le guide des bonnes pratiques en itinérance. Je vais tomber sur la page d'accueil de ce guide et ses diverses sections dans la colonne de droite. Et je pourrais accéder, par exemple, aux capsules vidéo via cet onglet, mais là, en fait, j'attire votre attention sur les pratiques de base, en fait. Donc, si on cliquait là-dessus, on pourrait, en bon français, s'amuser, puis regarder finalement les fiches, les thèmes qui nous intéressent. Par exemple, si on part du départ avec la première question, comment favoriser l'accueil des personnes, on pourrait cliquer sur aperçu et vidéo et voir finalement est-ce que j'ai le temps de regarder plus attentivement cette fiche et écouter la capsule thématique associée. Donc, ça vous montre un peu comment accéder à ces différents contenus. Un autre exemple, j'ai plusieurs collègues qui pourraient bénéficier de vos contenus. Par où commencer pour motiver et mobiliser mon équipe? L'équipe du CREMIS se produit aussi une autre section, en fait, du guide des bonnes pratiques qui vise justement à vous aider par rapport à ça. Alors, si je vous montre rapidement, on a une section, si je retourne dans la page d'accueil, en fait, du guide des bonnes pratiques en itinérance, on a la section « J'aimerais faire connaître ces ressources dans mon milieu ». Et là, il y a certains outils, certaines productions qui pourraient vous aider. Par exemple, des petites capsules animées, de l'infographie présentée par Julie Puteau qui s'y trouve. Finalement, c'est sûr que le son de cloche qu'on reçoit par plusieurs personnes, c'est que c'est un contenu éminemment dense, large, d'une envergure, qui vous invite finalement à ne pas porter seul tout ça. Et il y aurait, plusieurs personnes nous ont mentionné avoir invité leurs collègues à juste aller faire un tour sur les dossiers web du CREMIS, puis que ça peut nourrir en fait des rencontres d'équipe. Ça peut vraiment se placer à petites bouchées finalement à différents moments pour pouvoir finalement le digérer, comme c'est un contenu assez dense. Autre exemple, nous sommes de plus en plus préoccupés par la présence de personnes des Premières Nations et des Inuits en situation d'itinérance. Est-ce que des contenus du guide des bonnes pratiques en itinérance peuvent répondre à nos questions ou nous aider à mieux intervenir? Il y a 2 fiches, en fait, d'intérêt. Donc, si je retourne
au-delà des pratiques de base d'adopter. Julie parlait qu'il y a d'autres situations un peu plus fines ou un petit peu plus poussées, hein, ces fameuses situations qui coincent dans l'intervention. Donc, elles sont toutes ventilées ici. On retrouve là, comprendre ce qui dérange, dont j'ai parlé tantôt. Et il y en a une qui parle de l'intervention auprès des Premières Nations et des Inuits. Ça se peut que vous ne voyez pas cette interface-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que je suis le seul ordinateur au monde à voir ça. J'espère que ça sera plus beau chez vous. Mais tout ça pour dire que la fiche est disponible en français et en anglais, tout comme l'ensemble, en fait, des capsules vidéo qu'on vous a montrées tantôt, qui sont sous-titrées en anglais. Et dans la section complément, il y aura aussi un complément Personnes des Premières Nations et Inuits, accessible en français et en anglais sur le site. En plus, en fait, si on revient à cette question, tantôt, je vais vous en parler de manière un peu plus approfondie, le CREMIS avait le souci de ne pas cantonner, en fait, les besoins, les réalités des Premières Nations et des Inuits à ces deux fiches, en fait, listées précédemment. Donc, l'ensemble du contenu du guide des bonnes pratiques présente en filigrane diverses ressources d'intérêt pour ceux et celles qui travaillent auprès de populations autochtones en situation ou à risque d'itinérance. Et finalement, dîner d'apprentissage, sécurisation culturelle, on a également une programmation de dîner d'apprentissage en itinérance qui permet d'explorer plus en profondeur différents thèmes se rattachant au guide. Et un de ces dîners portait justement sur la question de l'intervention culturellement sécuritaire en contexte autochtone. Je vous montrerai là, dans les prochaines minutes comment accéder à cette programmation-là. Un autre exemple, j'observe d'importants roulements de personnel dans les organismes communautaires. Dans quelle mesure vos contenus peuvent-ils être d'intérêt? Le feedback qu'on a reçu de divers milieux, c'est que c'était possible, en fait, d'intégrer certains des contenus dans les documents d'orientation des nouveaux employés et à l'arrivée de stagiaires. On sait que c'est fait notamment dans certaines équipes institutionnelles, mais aussi dans le milieu communautaire et certaines facultés d'enseignement, en fait. L'offre finalement ou l'intègre dans leurs documents d'orientation. On a su, par exemple, que les résidents en médecine de l'université, de la faculté de médecine de l'Université de Montréal ont fait des efforts, en fait, pour rendre les contenus accessibles là, dans la formation, mais aussi dans les résidences, en fait, de leurs étudiants et étudiantes. Et ça peut être des exemples. On le sait que certains organismes communautaires le font aussi. Donc, ça peut être des idées, en fait, pour faire en sorte de soutenir finalement l'embauche ou pallier finalement à un certain roulement de personnel. Enfin, un dernier exemple. Notre organisme offre de l'aide aux personnes dans le besoin par le biais de services de banque alimentaire. Nous n'avons pas de service spécialisé pour les personnes en situation d'itinérance. Toutefois, un nombre élevé de personnes fréquentant notre organisme semble instable au plan résidentiel. Quel contenu pourrait nous aider? La fiche Agir sur l'instabilité résidentielle pour prévenir le passage à la rue et la capsule vidéo. Donc, encore une fois, on retourne dans les situations défis à rencontrer dans l'intervention. Et il y a une fiche qui aborde justement la question de la prévention donc, la voici. Et cette fiche-là, évidemment, et cette capsule vidéo-là sont étroitement liées finalement à l'ensemble des outils pour repérer et prévenir l'instabilité résidentielle dont on a parlé tantôt. Donc, voilà pour le survol des questionnements types. On espère en fait que ça vous donne un exemple de l'étendue ou de l'envergure en fait des contenus pouvant en partie être répondus dans le guide ou les outils. Dans le fond, pour clore en fait ce bloc, dans le fond, j'aimerais simplement mentionner que le phénomène de l'itinérance, il est complexe. Il y a des trous qui renvoient à des éléments qui sont évidemment hors de la
pratique quotidienne de bien des intervenants et des intervenantes. Il y a des enjeux de pauvreté, il y a une crise du logement, il y a une pandémie. Et le ton du guide et des outils est évidemment en phase avec l'idée que l'intervention appelle à se réseauter avec ses collègues, à prendre part, à prendre la place qu'on peut bien prendre en respectant nos mandats et nos compétences. Le guide, c'était aussi une façon de nourrir les intervenants pour qu'ils puissent se sentir moins paralysés, puis impuissants ou imposteurs, en fait, parce qu'on le sait que plusieurs nous ont dit ça, en fait, dès le départ, quand on a consulté les publics cibles. Donc, le ton de ce guide-là, c'est certainement pas un ton de prescription. On n'est pas dans l'univers, en fait, de grandes lignes directrices qui doivent être appliquées sur le terrain. C'est beaucoup plus, en fait, une modeste invitation au dialogue puis à la réflexivité. Et ça, sans éluder ou être candide par rapport au poids des enjeux structurels qui sont préoccupants. Et qui ont un impact important sur les conditions de vie matérielle et sociale des personnes. Donc, finalement, c'est des contenus d'envergure avec une portée qui, on espère, pourra rejoindre l'intérêt d'un public très vaste, que ce soit de notre réseau plus spécifique de la santé et des services sociaux, mais de réseaux périphériques. Donc, avant de vous donner la parole, puis dans le fond, proposer un temps d'échange, je vais prendre quelques minutes pour vous dire où est-ce qu'on en est rendu avec les diverses actions qui sont menées par le CREMIS pour finalement permettre selon nos capacités, là, évidemment, on est relativement une petite équipe, mais selon nos capacités, faire vivre ces différents contenus-là. Donc, comme tout bon centre de recherche qui se respecte, là, on a une petite, c'est une blague, là, j'allais dire un cadre conceptuel, mais non, c'est quand même assez plus maigre, là. Donc, une logique à 3 niveaux. Donc, premier niveau, c'est l'idée d'informer, de sensibiliser, hein. On déploie bien des efforts présentement pour informer, faire connaître l'existence des contenus en interpellant différents publics cibles, ceux qu'on a parlé plus tôt, mais également d'autres publics d'intérêt, notamment les gens des municipalités. On est content, en fait, d'en voir ici présents, des organismes communautaires qu'on n'aurait pas rejoints, des institutions d'enseignement. Ce volet ou ce niveau, en fait, informé, sensibilisé, bien, ça prend principalement la forme de communication écrite, ciblée, mais également des présentations dans des lieux stratégiques. Selon nos capacités, on peut se rendre disponible, en fait, pour faire des présentations, comme celle qu'on fait présentement. À un deuxième niveau, le CREMIS souhaite, en fait, aller un peu plus loin puis développer les connaissances, agir dans ce volet de l'univers de la formation. Comme Julie l'a dit, on a un champ actif porté par plusieurs chercheurs et praticiens-chercheurs, hein, spécialisés en itinérance. On a une programmation d'activités de la vie scientifique qui touche régulièrement à l'intervention en contexte d'itinérance. Donc, si jamais ça vous intéresse de rester plus informé des activités qui sont menées par le CREMIS, la meilleure façon, ça serait par le biais de l'infolette qui peut être accessible via la page d'accueil du CREMIS au www.ca. Et là, je suis toujours en partage d'écran. Excusez-moi, je viens de perdre le fil. Vous voyez toujours mon écran, là? OK. C'est bon, je vais tout de suite vous montrer comment accéder à la page, à la programmation des dîners d'apprentissage parce que ça peut être d'intérêt pour vous. Donc, dans le carrousel, découvrez les dîners d'apprentissage. Vous cliquez là-dessus. Et ça va vous donner, en fait, une vue d'ensemble des dîners d'apprentissage en itinérance passés, accessibles en différé ou à venir. Et il y en aura d'autres qui seront ajoutés progressivement. Donc, c'est une façon pour nous, finalement, d'accroître ou favoriser le développement des connaissances par le biais, finalement, là, comme on l'a déjà dit, d'un soutien à la réflexivité chez les intervenants, entre autres. Et pour clore, bien, on a aussi un troisième niveau qu'on a intitulé « Accompagner pour consolider les pratiques ». Donc, on a un projet de recherche et d'accompagnement clinique qui est en cours.
L'objectif de cette démarche, c'est de favoriser l'appropriation des contenus dans les pratiques plus courantes des intervenants. Donc, c'est un projet qui prend la forme, en fait, d'ateliers de travail réalisés avec quelques équipes pilotes qui souhaitent s'investir dans une démarche plus intensive avec notre équipe pour s'approprier un peu plus les contenus. Et à terme, ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir dégager des apprentissages clés vécus lors de ces pilotes pour pouvoir, en fait, les réinvestir et en produire des contenus qui seraient d'intérêt, en fait, pour d'autres milieux qui n'auraient pas bénéficié de l'accompagnement, mais qui voudraient, à une certaine mesure, dupliquer ou répliquer cette démarche d'accompagnement. On est en train de finaliser pour votre gouverne un projet d'accompagnement pilote avec Projet Logement Montréal, qui offre du soutien résidentiel avec accompagnement dans la région de Montréal. Et on a aussi fait une démarche, en fait, d'accompagnement pilote avec les services généraux